Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Connaissance. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Rudy Koya. Bienvenue Rudy. Merci à toi de l'invitation, Melvin. J'espère que tu vas bien. Je trouve que pour quelqu'un qui revient d'Australie, tu manques un peu de bronzage. Alors, est-ce que c'est la caméra ou est-ce que tu n'as pas pris le soleil? Non, alors j'étais dans une partie de l'Australie où c'était pas si ensoleillé que ça sur la fin. Ça, ceci explique peut-être cela. Ça Rudy, marche. donc merci beaucoup d'être là. Je te présente rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas, mais tu le feras plus en détail. Donc tu as une chaîne YouTube qui a un peu plus de 100 000 abonnés, pas loin de 700 vidéos. J'étais très étonné quand j'ai vu ça. Il s'explique aussi par le podcast récent que tu lances, mais en tout cas, ça prouve de ton travail et de la longévité de ton investissement dans le milieu de l'entraînement en France. Donc merci pour ça. Tu es aussi un acteur majeur du site Superphysique. Petite histoire, moi, pour ma part, je me suis très longtemps entraîné avec les objectifs Superphysique, Gold, Silver, etc. C'était une ligne de conduite à tenir, des objectifs à atteindre. Donc, merci pour ça aussi. Je pense ne pas être le seul. Et puis, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, expliquer rapidement ton parcours et ensuite on passera aux questions. Ouais, alors, tu vois, tu citais YouTube. En fait, YouTube, moi, j'y suis depuis, 2007. Donc, tu vois, depuis très, 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 très longtemps et j'ai fait plus de 1000 vidéos parce que, en fait, il y a 2 chaînes. Au début, les vidéos allaient sur la chaîne, Team Superphysique, en rapport avec le site Superphysique. Donc, toutes les vidéos d'exercices, toutes les premières vidéos, un peu articles, quand ça n'existait pas, du style, combien de répétitions faut-il faire? Combien de temps de récupération faut-il prendre? Tout ça. Donc, tu en as beaucoup, beaucoup sur Team Superphysique et parallèlement, j'avais fait ma chaîne où je mettais que mes vidéos un peu, de posing, de muscu, mes perfs, plus, à l'époque, tu sais, c'était, tu utilisais le net pour sauvegarder, ça te servait un peu de disque dur et donc on utilisait YouTube comme ça avec des copains. Donc je dois être à un peu plus de 1000 vidéos. Alors après rapidement, quand je dois me présenter, je dis que je suis un passionné qui cherche des réponses à ses questions. Je trouve que ça résume assez bien mon travail de ces 20 dernières années. J'ai commencé la musculation en 2001. À partir de là, je me suis passionné pour l'activité. J'ai dévoré tout ce qu'il y avait en termes de magazines. Donc il y en a plein qui les ont pas connus, mais que ce soit Body Fitness, Flex, Muscle and Fitness, Le Monde du Muscle. Je les avais tous récupérés jusqu'au numéro 300 quand j'étais gamin. Depuis, je les ai vendus à un de mes élèves qui était aussi passionné. Donc, quand je dis élève, aux personnes qui font appel à mes services en coaching à distance. Et donc, progressivement, avec cette passion, ça m'a amené à faire plein, plein, plein de projets dans ce monde de la musculation, dont notamment, tu as cité Superphysique, que j'ai co-créé en septembre 2009 et sur lequel on a été pionnier sur pas mal de choses, notamment les exercices en vidéo. Ça n'existait pas. Il y avait des petits gifs qui étaient faits par Jean Larue, qui a eu le site après All Musculation et à qui il est arrivé plein de péripéties. Mais lui, il faisait des petits gifs et donc c'était pas encore les vidéos, donc on était les tout premiers. Pareil sur les podcasts, on a attaqué en 2010. Donc il y a eu des pauses entre différents sujets, on va dire. Au début, on en faisait avec Michael Gundil, Christophe Cario, Julien Vénesson, Fabrice. Et donc après, au fil des années, en fonction de comment ça fonctionnait, comment on voulait que ça continue, et on a arrêté, on a repris, un peu comme les vidéos sur YouTube. Et bref, donc de fil en aiguille, ça donnait plein, plein, plein de projets. Donc je vais essayer de pas trop m'y attarder parce que je pourrais parler pendant des heures dessus. S'il y en a que ça intéresse, j'en parle régulièrement dans mon podcast Leadercast, où j'ai même fait un podcast pour chaque projet, que ce soit pour la Villa Superphysique, le Superphysique Gym, la marque de compléments alimentaires Superphysique, l'application, le coaching, bref. Donc si il y en a que ça intéresse, souvent je reconduis vers mes 2 principaux sites qui sont donc superphysique.org et l'autre à mon nom, rudykoya.com. Voilà, si je peux, dire ça, de manière un peu synthétique. Ok, merci beaucoup. Oui, c'est vrai qu'il y a énormément d'informations. Il y a une espèce, bon, c'est aussi dû au nombre d'années de travail, mais il y a une espèce de toile d'araignée avec pas mal de projets qui gravitent autour de ta personne. Et qui vont plus loin que ça. Mais en tout cas, c'est sûr que rien que Superphysique est un site excellent pour trouver beaucoup d'informations en complément des vidéos qu'on peut trouver sur tes chaînes YouTube. On commence toujours le podcast avec une phrase qui guide un petit peu mon idée générale. Et pour toi, c'est: le temps est le meilleur allié de la connaissance. Et parce que tu l'as dit, 20 années d'expérience, tu as dû commencer donc par les magazines. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. On voit dans les magazines, on voyait de tout, du bon et du beaucoup moins bon aussi. Et ma première question, ce serait finalement de te demander, avec ton recul et tes années d'expérience, quelles sont les évolutions générales que tu remarques dans le milieu de l'entraînement?
Ah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les magazines, tu lisais un article qui avait l'air super bien et en fait, tu arrivais à la fin et tu avais soit une grosse page de pub, heu, soit tu avais, l'article directement qui faisait de la pub directement dedans pour un complément alimentaire ou une marque. En fait, tout était un peu je sais pas, publi rédactionnel, voilà, on disait ça comme ça. Aujourd'hui, quand le net est apparu, bah, c'était pas comme ça. Tu mettais des bannières sur ton site ou voilà, pour gagner un peu d'argent, mais tout était bien séparé. Aujourd'hui, ce qui est très, très difficile, je trouve, c'est de trouver les bonnes informations parce que tout le contenu, beaucoup de personnes, je pense, le savent pas, mais sont écrits par des personnes qui font pas de musculation, qui décident sont créés par des gens qui veulent gagner de l'argent et donc en fait, ils ne font que recopier, recopier, recopier ce qu'il y a en essayant de jouer avec les codes du référencement et en plaçant, bah, forcément des articles publiés rédactionnels un peu tout le temps. À chaque fois que vous voyez un site avec plein de bannières ou même des podcasts maintenant où, comme par hasard, on parle de telle marque, tout ça, c'est de l'achat. Donc, ce qu'il y avait dans les magazines à petite échelle, puisque tu avais que 4 magazines, s'est retrouvé et se retrouve maintenant à grande échelle sur le net. En termes d'entraînement, quelles sont les évolutions? Bah, j'ai envie de dire quelles sont plutôt les désévolutions parce que tu vois? Heu, Moi, je viens d'une époque donc, c'était début des années 2000. On parlait déjà du full body, de la fréquence d'entraînement, du HIIT, du heavy duty de Mike Menzer, du volume d'entraînement. C'est des questions qu'on avait déjà il y a plus de 20 ans et je pense que ceux avant nous avaient déjà ces questions. Je me souviens que Jean Texier dans le monde du muscle, il avait souvent des dossiers et c'était déjà comme ça. C'était déjà des débats comme ça. Il interviewait les champions et aujourd'hui, force est de constater que, pour moi en tout cas, c'est pire que jamais parce qu'il y a plein de gens donc aujourd'hui, bah, je coach, je forme les futurs coachs en BPGEPS, en CQP, tout ça et je vois bien que ça a fait des ravages parce que la plupart, en fait, ont les mêmes débats que nous avons résolus, entre guillemets, toute une bande de passionnés au début des années 2000 et que d'autres avaient sans doute résolu bien avant nous, hein. Mais comme c'était beaucoup plus difficile d'avoir accès à l'information, bah, on n'y avait pas accès. Donc nous, on a essayé de démocratiser tout ça avec Superphysique, avec des articles, des podcasts, des vidéos et aujourd'hui, bah, c'est hyper difficile. En fait, tu as plein de personnes qui vont me dire: «Oui, mais moi j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça». Et comme ça, la musculation s'est démocratisée, tu sais, c'est comme toute activité. Au début, quand une activité est petite, c'est un peu marginal, tu vois? Il y a que des passionnés, il y a que des gens qui sont à fond. Je me souviens de débats qu'on avait sur les forums, Smart Weight Training, avant que ça devienne Superphysique. On avait des débats sur les formes de vitamine C qui étaient mais hyper pointus. C'était des trucs, tu te dis: «Mais c'est incroyable les débats». Aujourd'hui, les débats, c'est plutôt, les débats, j'appelle pas ça des débats, mais c'est, est-ce qu'il faut manger le matin? Tu vois, on en est au jeûne intermittent, est-ce qu'il faut manger le matin pour prendre du muscle, ou pas? C'est des questions qui n'existaient pas, tu vois? Il y a pas vraiment de débat et donc aujourd'hui, avec cette démocratisation de la musculation, le fait que de plus en plus de personnes pratiquent pour leur santé et ce qui est bien aussi, mais cet appauvrissement de la passion, du nombre de passionnés, en comparaison aux gens qui pratiquent, fait qu'on se retrouve avec, une énorme poubelle qui est, le net de beaucoup de sites, en tout cas, qui sont des énormes poubelles où il y a pas une seule information, vraie ou du moins qui embrouille et où on te cherche à te vendre des trucs à prix d'or. En fait, c'est vraiment, donc moi, je parlerais plus de désévolution parce que quand on a créé Superphysique, notre but, c'était vraiment ça, démocratiser les bonnes connaissances, que de moins en moins de personnes soient perdues, qu'elles puissent agir, tout ça et donc on a réussi à codifier à force d'expérience, à force de s'entraîner, à force de coacher des gens, puisque je coach depuis 2006 donc à distance. J'étais le tout premier, ça n'existait pas avant, donc maintenant tout le monde se marre parce que tout le monde veut coacher à distance. Mais à l'époque, bah, tout le monde me critiquait, disait: «Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?» Et donc après avoir coaché des milliers de personnes et à force d'enseigner, bah, j'ai codifié le truc, j'ai vraiment simplifié, j'ai théorisé. Alors bien sûr, je généralise exprès pour, faire comprendre à la majorité, heu mais force est de constater que la situation est pire que jamais et qu'aujourd'hui, c'est très, 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 très difficile de débuter avec les bonnes informations. C'est vraiment très difficile. Alors après, bah, il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent pas. Mais c'est vrai que, l'objectif qu'on s'était fixé avec Superphysique, finalement, n'a pas été atteint comme, comme j'aurais souhaité, comme on l'avait pensé. Ça a marché, je pense, un temps et puis après ça a vraiment explosé et là, bah, de toute façon, il y a plus de magazines et maintenant, n'importe qui donne son avis sur n'importe quoi. Donc c'est simple et il y a un truc que je dis souvent en formation, parce que souvent on me dit: «Oui, bah, il y a tel formateur qui a dit ça, il y a tel formateur qui a dit ça, j'ai entendu ça dans une vidéo» et je dis la même chose, je dis ce que j'essaye de faire en tout cas et j'essaye de pas déroger à cette règle, mais peut-être que des fois je l'enfreins sans m'en rendre compte, c'est que beaucoup de personnes essayent de sortir de leur domaine de compétences et ce qui est normal quand tu es passionné, quand tu es curieux, tu cherches des informations, tout ça. Mais il y a plein de personnes aujourd'hui qui vont donner des conseils sur la prise de muscle, je le vois partout,
qui n'ont pas une once de muscle sur eux en exagérant, tu vois, qui sont aussi épais que moi à 16 ans et qui vont donner des conseils, qui vont dire oui, c'est comme ça qu'on fait du muscle, c'est comme ci, c'est comme ça. Mec, commence par t'entraîner, vois ce qui se passe et force est de constater que, avec le recul, la plupart des personnes qui s'entraînent depuis 10-15 ans, on en arrive tous aux mêmes conclusions. On arrive tous à l'entraînement qu'on essaye nous de préconiser avec Superphysique via les articles, les podcasts, les forums. Mais ouais, je dirais que c'est pas une évolution, il y a une désévolution parce qu'après il y a des trucs qui ont été hyper intéressants, mais pas dans le domaine de la prise de muscle, notamment tout ce qui est VBT pour personnaliser ton entraînement à ta forme du jour. Le HRV, pareil, sur les activités d'endurance, qui peut être à débat, mais qui est aussi intéressant. La prise de lactate qui s'est démocratisée. Bref, il y a plein de choses qui sont démocratisées, mais qui sont noyées parmi une foule d'informations de piètre qualité, écrites par des gens non passionnés, qui cherchent uniquement à gagner de l'argent sur votre dos. Voilà. Ouais, c'est intéressant parce qu'au final, ce que tu dis, ce que tu retrouvais dans les magazines, il y a 20 ans, c'est-à-dire un article, qui donnait des conseils et qui à la fin mettait une pub, au moins il y avait une certaine forme d'évidence. C'est-à-dire qu'en tant que lecteur, tu lisais ton article, tu voyais la pub à la fin, avec, le prix en flash. Bon, ça te donnait une indication pour, aussi prendre un peu du recul par rapport à l'information que tu venais de recevoir. Alors qu'aujourd'hui, la vente, est très souvent camouflée dans des conseils bienveillants. Du coup, c'est Bien beaucoup sûr. plus complexe pour, celui qui consomme ce genre de vidéos, d'arriver à faire la part des choses entre ce qu'il est en train de me raconter là, c'est parce que ça a fonctionné pour lui et qu'il veut, le partager, ou ce qu'il est en train de me raconter, c'est parce qu'il a un contrat derrière avec une marque et qu'il essaye de vendre quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Bah, de toute façon, ce n'est que ça le net, hein. Si tu regardes Melvin, tu regardes beaucoup, beaucoup de vidéos, on cherche toujours et moi aussi quand je fais une vidéo ou un contenu, bah, je parle de ce que je fais, voilà. Mais ça fait partie, aussi du jeu et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le net. On en parlait dans le podcast qui sort, au moment où on enregistre, qui sort ce matin avec, mon pote Clément, sur le Superphysique podcast. Il s'appelle Special Force et donc on rigolait parce qu'aujourd'hui, Heu, beaucoup de youtubeurs, d'influenceurs se lancent des défis, incroyables. Du style, faire un Ironman. Ils n'ont jamais fait de triathlon, ils nagent comme des cailloux ou ils nageaient comme moi à l'école, tu sais, ils ont appris à nager 25 mètres. Puis ils se disent: «Bon allez, dans 1 an, je fais, je fais du je fais un Ironman». Et tu dis: «Mais attends», tu dis: «C'est une blague ou quoi?» Avant, tu sais, tu faisais de la muscu, tu dis: «Bah tiens, je vais essayer de courir 10 kilomètres, déjà c'est bien», voilà, tu vas essayer d'accélérer et puis voilà. Là aujourd'hui, comme le net est surpeuplé et que tout le monde peut dire tout ce qu'il veut, voilà, il faut toujours que ce soit plus gros, plus gros, plus gros, plus gros, plus gros. Alors que les magazines, comme c'était un petit marché, bah, j'ai pas l'impression qu'il y avait cette grosseur en fait. Tu avais Body Fitness qui était clairement tenu par la boutique Olympus Sport Nutrition. Donc tu savais que chaque article, c'était bon, c'était le moins bien. Voilà, c'était le moins bien des magazines. Après, tu savais que Flex et Muscle Fitness, bah, c'était Wider. Donc tu avais les pubs pour les compléments Wider. Et tu avais d'autres pubs aussi, hein. Tu avais des pubs à l'époque, je me souviens, pour les multiples marques de Nutrimuscle. Donc pour ceux qui ne savent pas, Nutrimuscle, c'était une, une marque qui avait plein de marques différentes. En fait, ils essayaient d'avoir plein de marques différentes avec des couleurs différentes, tout ça, pour voir ce qui marchait. Euh, Bref, donc, je me souviens parce qu'ils avaient vraiment beaucoup, beaucoup de marques. Il y en avait au moins 5 ou 6. Mais au moins, quand tu lisais une interview d'un athlète, voilà, c'était bien. Aujourd'hui, des interviews d'athlètes, tu n'en as presque plus. Aujourd'hui, tu as des interviews d'influenceurs qui sont. C'est moins vivant, tu vois. Ça sent moins la vie comme j'aime. Et c'est pour ça que je suis très loin maintenant un peu de ce milieu-là. Je ne regarde pas vraiment de vidéos de muscu. J'essaie de regarder Mmh. d'autres vidéos, mais c'est difficile de trouver pour moi, en tout cas, des vidéos qui sont vraiment intéressantes et que je suis plus podcast, comme toi tu fais, à en écouter plein, en essayant de trouver des perles rares. Voilà, mais c'est vrai que ouais, aujourd'hui, tout est vraiment fait pour que te vendre quelque chose. Et ce qui me dérange, c'est que souvent, c'est pas dans un rapport gagnant-gagnant, c'est un rapport désavantageux pour le consommateur. Et je dirais même pour le consommateur, si vous êtes plutôt intelligent, dans le sens où on va te vendre des choses qui valent 3 fois rien. Tu vois, je vais te donner un exemple. Quand j'ai sorti mes premiers livres numériques, ce qu'on appelle des e-books, donc pareil, tout le monde gueulait. Et moi, je vendais ça 20 euros. Voilà, 20 euros. Et tout le monde gueulait, ouais, 20 euros, 20 euros, 20 euros. Maintenant, je vois des gens qui sortent des e-books à 60, 80, 100 euros. Et je me dis, mais à un moment, faut remettre les choses dans leur contexte. Tu vas pas acheter, jamais tu vas aller acheter un bouquin. Alors, bien sûr, je trouve aussi que le prix d'un bouquin n'est pas assez cher par rapport à ce que c'est. Mais en même temps, le but, c'est de toucher plein, plein, plein de personnes si tu es bien distribué, si tu as une bonne maison d'édition. Bref, il y a plein d'autres problèmes. Mais quand je vois des e-books à 60, 80, 100 balles, c'est pas gagnant-gagnant. C'est un moment, pareil, quand je vois des coachings à 200, 300, 400 euros le mois, à distance,
à un moment, faut c'est du sport, hein. C'est sans tu vois, en coaching à distance à 300-400 € par mois, même 200 €, moi je trouve ça, irréel, tu vois? Donc ouais, c'est ça qui m'ennuie plus, c'est pas le fait que les gens vendent, c'est que c'est toujours, désavantageux pour la personne qui achète, tu vois? Et donc bon, ça m'ennuie un petit peu et c'est une philosophie que j'essaye d'avoir, ce truc gagnant-gagnant, quitte moi-même à être perdant en quelque sorte, que la personne dise: «Ah putain, bah, pour le prix, c'est pas cher». Heu, Parce que le but, entre guillemets, et ça c'est je dérive un peu, mais c'est vraiment ce truc gagnant-gagnant. Sinon pour moi, ça a pas trop de sens et c'est peut-être un des secrets qui fait que ça fait plus de 20 ans que je suis là et que, à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter. C'est tout ce qu'on te souhaite, Rudy. Mais, après, tu vois, bon, on va conclure là-dessus, on va passer à quelque chose de plus concret après, mais je pense qu'aussi le fait que, comme tu dis, que déjà la passion se soit un peu diluée dans le nombre, et tu dois le voir en tant qu'intervenant dans les différentes écoles de formation. J'ai moi-même une formation, également, je suis intervenu un petit peu et c'est vrai qu'il y a des gens passionnés, hein, qui viennent faire la formation, il y a des intervenants qui sont passionnés aussi et il y a des gens, ils viennent, ils enfin, je sais pas, ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés, quoi. C'est un truc de fou. Mais c'est aussi bien au niveau des élèves que parfois des intervenants. Donc, Bien sûr. la formation de coach en France, c'est vraiment quelque chose, je pense, où on a toujours beaucoup de travail et pour l'instant, par le public, c'est compliqué, à part de faire sa part et d'aller dans les centres de formation et de donner le maximum, aux élèves. Mais je pense qu'il y a aussi, il y a aussi beaucoup de formations privées qui se mettent en place parce que le niveau de formation n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on va nous demander après dans le terrain, si on veut élever un peu le niveau, du débat à tous ces sujets-là, quoi. Ouais, alors après le problème, il est pas compliqué, hein. Pareil, donc il y a 20 ans, les seules formations que tu pouvais faire pour devenir prof de musculation, «coach» entre guillemets, c'était des brevets d'État. Donc tu avais le BEMF et le B2ES à Cumez et donc ça, tu pouvais le passer qu'au CREPS. Donc moi, pour le B2ES à Cumez, il y avait qu'un seul endroit en France où tu pouvais le passer, c'était le CREPS de Mâcon. Tu avais 2 sessions par an, donc tu avais un nombre de places limité et voilà, fallait réussir à t'inscrire et puis tu avais, je sais plus, peut-être 50 personnes à chaque session, donc 100 personnes qui sortaient avec le diplôme par an. Donc c'était pas un business, tu vois? Il y avait des écoles qui se montaient à côté pour préparer, mais tu étais obligé d'aller au CREPS à la fin pour le passer. Aujourd'hui, un BPJEPS, tout comme un CQP, hein, même si ça se développe et que je vois j'interviens dans les 2, c'est devenu un business. C'est, il faut remplir, il faut X élèves pour que la formation soit rentable, que ça rapporte des sous, tout ça. Donc forcément, heu, c'est devenu un énorme business, tu vois? Une formation à 6 000 €, il faut que tu remplisses et donc comme c'est un business et ben, on sélectionne beaucoup moins à l'entrée. C'est plus les passionnés qui y vont et donc oui, tu as beaucoup moi, je vois beaucoup de jeunes qui ont 18-20 ans, qui sortent de l'école, qui sont pas vraiment intéressés par la muscu, qui en font un petit peu et qui disent: «Ah bah tiens, j'aimerais apprendre nanana». Mais je sais pas si c'est moi qui ai vieilli ou pas, mais j'ai pas l'impression qu'ils veulent vraiment apprendre ou du moins c'est pas ma façon de voir l'apprentissage et donc ouais, il y a des erreurs de casting, mais après, et après ce qui est fou, bah, si tu enseignes aussi, tu dois le voir, c'est que tu en as beaucoup, malgré tout, qui ont leur diplôme, qui à la fin ont leur diplôme parce que le niveau, c'est un niveau bac, donc on ne demande pas trop de choses non plus et ils ont leur diplôme et bah, tu sais qu'ils vont jamais travailler dans le milieu de la musculation, c'est impossible. Mais ils ont pas l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, ils bafouillent un peu, les connaissances, bon, bah, voilà. Tu vois? Sans être méchant, tu vois? Hier, moi, en ce moment, on fait pas mal de sujets d'examen blancs pour, les élèves en BPJEPS et donc je vois certains, des fois, je balance des sujets CrossFit, des sujets haltéro, tu vois? Un peu tous les sujets, quoi, pour, voir et je balance un sujet CrossFit et tu en as, 3-4 qui avaient 18-20 ans qui voulaient mettre de la muscu classique, tu vois? Un crossfitter alors que l'objectif, c'était l'endurance de force. Bon, bref, un truc, tu leur dis: «Mais vous avez jamais vu une vidéo de CrossFit?» «Bah non». «Mais attends mec, tu es en formation, coach muscu. Normalement, tu dois être un peu ouvert de toi-même à plein de à tout ce qui touche à la muscu». Tu vois? Je te demande pas de regarder les games ou quoi, mais au moins que tu aies déjà écouté, je sais pas, un ou plusieurs podcasts, que tu aies déjà vu à quoi ça consistait. Peut-être que tu as été essayer, tu as été voir, tu vois? Bah, pas du tout. Donc tu vois, c'est comme si, le fait qu'il y ait une surinformation, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, a enfermé les gens, tu vois? Alors que ça aurait dû ouvrir, bah, ça a enfermé, tu vois? Donc c'est mais ouais, c'est un business de toute façon le BPJEPS, hein, le CQP c'est pareil. Même si tu veux faire du mieux que tu peux, il n'empêche, tu dois avoir un certain nombre d'élèves, tu dois remplir pour que ce soit rentable, pour pas que tu sois à perte, pour pouvoir payer les intervenants, les locations de salles et tout. Donc en fait, on est niqué. C'est sûr. Mais la surinformation, ça a vraiment la faculté,
de perdre les gens, hein. La façon dont le cerveau fonctionne, c'est assez simple, hein. Les gens, ils reçoivent une information, il faut l'intégrer, il faut la mettre en pratique pour la transformer en connaissance et si on n'a pas le temps de traiter nos informations et qu'on est noyé, c'est ça on n'apprend rien, en fait, on est vide. Donc je comprends qu'il y ait quand même des gens qui s'enferment, en fait. C'est plutôt enfermant et au lieu d'apporter un éclaircissement, ça floute, le champ de vision, je trouve. Mais d'un autre côté, ça rend du coup, plus facile de vendre à des gens qui n'ont aucun repère, aucune attache. On peut les Ouais, amener ouais, un peu mais où c'est on c'est veut donc embêtant. C'est embêtant parce que, je sais pas toi, mais moi je souhaiterais qu'on s'élève, tu vois, tous ensemble, qu'on ait, des vraies questions, des vrais débats, mais pas qu'en muscu, dans tout. Et tu vois bien, il y avait eu un film comme ça sur, Netflix là, qui avait fait un petit tollé là, je sais plus comment il s'appelle, où en fait, 2 scientifiques disent: «C'est la fin du monde, il y a un truc qui va arriver», tout ça. Et en fait, les gens sont plus intéressés par, le rappeur et la rappeuse qui se remettent ensemble, nanana, et puis bah, forcément le monde est détruit. Je sais plus comment il s'appelle ce film, mais il avait fait un je tollé à crois que c'est l'époque quand il Don't était Look sorti. Up. C'est Voilà, avec, exactement. DiCaprio. Ouais, Ouais, c'est ça. Et donc ouais. tu vois ce film et tu dis: «Mais c'est exactement ça». Tu dis: «Mais c'est incroyable». Et donc tu vois, au lieu qu'on s'élève, ben, on voit bien que, comme je disais, on désévolue complètement, donc Mmh. c'est assez triste, mais bon, on peut pas y faire grand chose, hein. Bah, en parler, moi, c'est l'objectif de ce podcast justement, c'est, l'idée, directrice, c'est de donner la parole à des gens qui, à titre personnel, m'ont inspiré sur mon chemin. Tu en fais partie, comme je t'ai dit, hein, Superphysique, ça a été une référence pour moi quand j'ai commencé aussi et puis toujours après d'ailleurs. Et puis, bon, tu as pas besoin de moi pour prendre la parole, c'est une certitude, mais essayer d'avoir, dans ce podcast, de réunir des gens sur des domaines très variés, hein. Il y a de la santé, il y a de la neuroscience, il y a du sport parce que ce sont mes passions. Des gens qui pour moi, délivrent un message qui est, d'intérêt public, que tout le monde devra entendre, plutôt que de se noyer dans, l'information, dont on ne fait rien. Une Et dernière c'est quoi chose ton par rapport au c'est BPGEPS, vas-y Melvin, après je te je pose une voudrais question. terminer avant que ça me sorte de l'esprit. C'est, dans ma formation, j'ai eu ces questions-là à la fin de l'année. Ils ont diplômé des élèves qui, littéralement, au-delà de pas avoir les compétences, étaient dangereux pour les gens qu'ils allaient prendre en charge. C'est-à-dire qu'ils Bien avaient sûr. aucune notion de comment fonctionnait un corps humain et ils faisaient faire quand on est coach, c'est très facile de tuer quelqu'un, à l'effort, quoi et il y a beaucoup de gens, ils disent: «Ouais, il faut que les gens, ils sortent, ils soient morts», alors que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent et j'avais cette Bah, de toute discussion façon avec mes formateurs en disant: «Mais attention, là, vous mettez des gens sur le marché du travail qui ont légalement le droit de travailler, qui sont incompétents et surtout qui sont potentiellement dangereux». Ils nous ont dit: «On a des quotas et on voilà. compte sur la réalité de travail pour faire le tri». Oui, Ça m'a oui, bah, ça ça m'a m'étonne pas. bluffé. Bah, regarde, tu vois bien même sur les réseaux, il y a des débats qui n'existent pas. Du style, pour le moment, il y avait, je sais pas si ça y est toujours, hein, mais le soulevé de terre de rond, les mecs mettent 200 au soulevé de terre de rond, ils disent: «Ouais, mais on se renforce, tout ça». Mec, si tu survis à ça pendant 10 ans en faisant chaque semaine, bah, tu un mutant. Tu as des gens, alors bien sûr, on va dire: «Ouais, il y a pas que ça, il y a les habitudes, tout ça», mais c'est des débats qui n'existent pas. Donc tu vois bien que cette surinformation pour moi a fout la merde parce qu'il y a des choses, ouais, où il y a pas de débat, quoi. Et donc j'avais une question par rapport à ça. Heu, Toi, c'est quoi cours, Melvin, justement? Tu disais que tu es prof en BPJEPS, tout ça aussi? Alors je suis intervenu dans des structures de formation privées, pas au CREPS. Moi, j'ai mon diplôme depuis 4 ou 5 ans, donc je suis encore un jeune coach. J'apprends tous les jours, et puis aussi dans les cadres, j'ai aussi donc moi, j'ai commencé par la musculation, j'ai été un petit peu dans le crossfit pour expérimenter, je suis revenu à l'haltéro ensuite, je me balade un petit peu. La musculation, c'est toujours, le fond qui ne changera jamais, c'est ma passion première, mais comme tu dis, hein, moi, on m'a parlé CrossFit, j'ai été me former parce il y avait beaucoup de possibilités de travail et puis ils nous ont dit, bah, j'avais beaucoup de réticence au CrossFit, par exemple. Et ils nous ont dit: «C'est simple, heu, suivez la programmation de CrossFit.com pendant 6 mois, voyez ce que ça fait sur vous». Donc je suis sorti de là, je vais faire la je vais suivre CrossFit.com pendant 6 mois et je l'ai fait. J'ai vu ce que ça a fait sur moi, j'ai un petit peu persévéré jusqu'à atteindre un niveau que j'estime relativement correct en CrossFit. Voilà, j'expérimente, j'essaye de transformer les informations en connaissances, de me les approprier et puis de percevoir aussi un peu les limites des différentes méthodes. Chacune a ses limites qui sont personnelles, hein, personnellement, mais voilà. Donc j'interviens aussi dans des box de CrossFit où parfois on peut faire, des cours pour, les élèves qui sont intéressés. On va parler un petit peu du système hormonal et cetera, des clés de compréhension, et voilà principalement. Et donc c'est comme ça que tu sais faire pousser les cheveux alors? C'est grâce à la manipulation du système hormonal?
Pas du tout. Bien que les hormones ont un rôle dans les cheveux, hein, c'est une Ah, c'est pour évidence, c'est mais pour c'est pour ça que je te titillais? non, écoute, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je me suis dit: «Ah, je commence à prendre de l'âge, j'ai pas de calvitie, autant les laisser pousser une bonne fois pour toutes, voir ce que ça donne et puis si ça te plaît pas ou si ça commence à tomber, on repart court». Mais pour l'instant, l'expérience suit son cours. J'expérimente encore une fois. Ça marche. OK, du coup, pour, passer à la suite, c'est quelque chose que tu as abordé. Tu as dit avec Superphysique, l'objectif n'est pas vraiment atteint puisqu'on a une désévolution, mais l'objectif principal, c'était de donner les meilleurs conseils pour que les gens puissent se lancer avec, une bonne base de connaissances et qu'ils fassent le moins d'erreurs possible pour se protéger, mais aussi pour avoir une progression la plus rapide. À aujourd'hui, quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui veut commencer, on va dire de manière générale, à se renforcer? Bah, je dirais ce que je dis à beaucoup de personnes sur, les forums Superphysique où tu sais, il y a quand tu débutes, tu veux toujours faire ton programme, tu veux toujours essayer de le personnaliser, tout ça. Et ma réponse est souvent la même, c'est: «Prends un programme qu'il y a sur le site». En général, j'ai essayé de bien les penser, donc que l'exercice se complète, que voilà. Tu as juste à suivre ça et c'est tout. Tu t'entraînes et puis ça va monter normalement presque tout seul, ça va bien se passer. Alors après, si tu rencontres des difficultés, bah, voilà, moi je dirais, si tu as des difficultés, que ça t'intéresse vraiment, bah, tu utilises les forums, tu lis des articles, tu vas trouver des réponses à tes questions et après c'est aussi un autre truc que je dis, c'est que faut éviter au début de multiplier les sources d'informations. Je te prends un exemple. Quand je me suis intéressé vraiment à l'entraînement en endurance, notamment, sur tout ce qui est lactate, seuil ventilatoire, entraînement polarisé, pyramidal, tout ça. Si tu regardes tout le monde à la fois, tu es complètement paumé parce que chaque personne va utiliser son propre langage. Tu vois, il y en a qui vont parler de vitesse critique, de puissance critique, de seuil numéro 2, de SL2, de LT2, de, MLSS. Bon, enfin bon, à la fin, tu arrives, tu as 15 000 termes, tu te dis: «Putain, je comprends rien». Alors que si tu fais une personne à la fois, et bah, tu arrives à comprendre, si ça t'intéresse en tout cas, son langage. Et ensuite, quand une autre personne, tu changes de personne pour, continuer à te former, à t'intéresser, et bah, quand elle te dit quelque chose, tu essaies de mettre en rapport avec ce qu'a dit l'autre personne et tu te rends compte que, la plupart du temps, il y a beaucoup de similitudes. Tu vois? Si ça fait 20 ans que tu t'entraînes, comme je disais, on arrive tous un peu aux mêmes conclusions. Donc il y a beaucoup de similitudes. Mais au début, si tu débutes, tu regardes plein de sources différentes, tu vas être embrouillé. Tu vas pas réussir à comprendre, vraiment comment ça fonctionne. Pardon. Et heu et donc tu vas être paumé, quoi. Donc moi, je suis plus pour, sélectionner une source, lui faire confiance X temps, avant de devoir en changer ou pas. Voilà, c'est plus ça. Sinon, ouais, tu perdu, tu vois? Je peux donner un exemple. Heu, il y en a qui vont te dire, ils vont dire: «Faut t'entraîner au seuil» et toi, quand tu dis au seuil, tu dis: «Mais c'est quoi le seuil? C'est le seuil 1, c'est le seuil 2, c'est le seuil anaérobie, c'est le LT2, c'est le SV2, c'est le seuil 2 en fonction, de ton oxygénation musculaire, c'est, la puissance critique, la vit» tu es là, tu dis: «Putain, je comprends rien» et puis à la fin, tu arrives entre guillemets, en y allant étape par étape, une personne à la fois, à faire ton puzzle. Comme dit mon pote, Aurélien Broussal, il dit: «En fait, après, un coach, c'est quelqu'un qui a plein d'ingrédients et puis il fait sa propre recette en fonction de son expérience, tout ça» et voilà, c'est ça que je donnerais comme conseil, c'est une source à la fois. Alors que la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils sont abonnés à 18 000 personnes et puis ils regardent absolument tout ce qui existe et à la fin, ils savent plus quoi faire. Et c'est surtout qu'à la fin, ils ne font souvent pas grand-chose, en fait. Bah, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils voient beaucoup de choses et puis qu'est-ce qu'ils mettent en pratique, il y a un conseil, du livre Antifragile de Nicolas Taleb qui dit: «Il vaut mieux lire un livre 2 fois que lire 2 livres une fois». C'est-à-dire que répéter l'information, c'est quand même ça fait partie de l'apprentissage, donc rester sur une seule source, essayer, d'en tirer le maximum avant de passer à la prochaine. Je pense que c'est un vrai bon conseil, un vrai bon conseil à suivre. Par rapport à ça, tu m'as parlé, du soulevé de terre de rond. Moi, je veux pas du tout rentrer dans le débat, mais hem, il y a petite expérience assez drôle. Moi, quand j'étais dans ma formation, je l'ai fait à La Réunion, donc il y a une énorme communauté CrossFit et par exemple, tu disais dans ma formation, moi, je parle des CrossFit, il y en a qui savaient pas ce que c'était. C'était plutôt l'inverse dans ma formation, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de personnes qui sont rentrées là par le biais du CrossFit et il y avait peu de personnes qui étaient dans tout ce qui était musculation, bodybuilding, c'était assez marginal. Du coup, quand, on avait des débats autour de différentes, personnalités qui pouvaient émettre des opinions, tu es venu dans le débat et les crossfitters, ils m'ont dit: «Non mais Rudy Koya, il dit pas de squat, il dit pas de soulevé de terre, la base du crossfit qui sont les mouvements fondamentaux». Il dit: «Moi je peux». Il y en a un qui m'a dit: «J'ai lu un article, j'ai même pas fini, je peux pas écouter ce mec». Donc
j'aimerais quand même qu'on aborde, parce que c'est une opinion, donc c'est très intéressant. Moi, à titre personnel, il y a des exercices aussi que je fais plus dans le cadre de mon entraînement parce que je trouve que les bénéfices que je peux tirer, j'ai pas envie de jouer avec ce jeu-là par rapport à ce que je peux aussi, subir comme conséquence. Mais j'aimerais que tu parles un peu de ça. Est-ce qu'il y a des exercices, que tu ne pratiquerais pas pour la majorité des gens et si oui, pourquoi? Ouais et bah, c'est une bonne question. Tu sais, pareil dans les formations, tu as des tests d'entrée, tout ça. Moi, j'ai commencé, pour ceux qui ne savent pas, par la force athlétique, donc en 2004-2005. J'avais été champion de France de force, donc à une époque où il y avait pratiquement personne, hein. C'était la première année qu'ils avaient enlevé le matériel pour les juniors. Donc autant dire qu'aujourd'hui, avec les pertes que j'avais à 17 ans, bah, j'existerais pas. Les mecs sont vraiment devenus super forts. Mais voilà, j'ai commencé par ça, donc j'étais vraiment passionné, tout ça. Pendant des années, donc avant que le net vraiment explose, j'allais aux compétitions, je filmais les compétitions, que ce soit les championnats de France, que ce soit les compétitions internationales. J'avais été, au championnat d'Europe à Pilsen avec l'équipe de France. J'avais été à la coupe de l'Union européenne au Luxembourg. Donc bref, moi je filmais beaucoup, les choses et peut-être qu'il y a encore les vidéos sur la chaîne Team Superphysique, tu vois? Et donc j'étais vraiment passionné de force, hein, vraiment, pareil, donc moi j'étais pas le plus doué, j'ai eu pas mal de blessures, bah, assez rapidement, vers 17 ans, suite à une mauvaise technique, il faut aussi le dire et bah, tu vois? Pourtant c'était une salle un peu de power, tout ça, personne me corrigeait et peut-être que j'étais, un peu trop con, un peu trop d'ego pour écouter, hein, peut-être qu'on me l'a dit, mais je me souviens plus et donc je rentrais un peu les genoux au squat et à un moment, paf! Un coup, je sens un truc, je repose la barre et là, mon genou gonfle et tout. Bon, je m'étais fait un ménisque. À l'époque, on n'avait pas les connaissances de maintenant. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit: «Bah, c'est 6 mois d'arrêt, tu as 17 ans, il faut laisser le temps faire», tout ça. Avec le recul, aujourd'hui, je ne ferais pas du tout ça. Mais donc un peu mes rêves de power étaient un peu finis et parallèlement, bah, j'avais continué le développé couché où j'étais hyper fort et puis pareil, en fait, à un moment, je fais le développé couché, donc j'en fais 2 fois dans la semaine, hein, un truc classique et à un moment, sur une barre, bah, à un moment, je pousse et j'entends un clac, quoi. Donc tu vois, petite déchirure du pec. Pareil, donc là, ça m'avait bien calmé. C'est un peu comme ça que je me suis mis à la musculation de manière plus classique, même si j'en faisais déjà, mais de manière moins, précise et c'est aussi à ce moment-là que, bah, j'ai commencé à coacher. J'ai commencé à coacher les gens, j'ai commencé donc au début, on était au balbutiement de moi, ce que j'appelle l'analyse morpho-anatomique. Tu avais Michael Gundil sur les forums Planète Muscle qui mettait des photos, qui me disait: «Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez pas?» donc avec son tact légendaire, il disait qu'on était nuls donc on avait monté la fameuse, team News de Floride donc la NDF pour ceux qui se souviennent, bon je sais pas s'il y en a beaucoup qui se souviendront, mais il y avait, Jérôme, donc Michael qui était dedans, il y avait Ted, donc Théo, je sais pas ce qu'il devient, il y avait Raph, il y avait Alex Renaud qui passait beaucoup dans le monde du muscle. Bref, on était la team News of Us parce qu'on n'était pas beaucoup et on se marrait bien et donc heu, Michael, ouais, je l'appelle Michael pour tout le monde, c'est plus simple. Il mettait des trucs un peu tous les jours, regardez un tel, donc tu vois, c'était un peu les balbutiements et progressivement, bah, moi, c'est un sujet qui m'a vraiment intéressé parce que je me suis bien rendu compte que ce qui se passait chez certains se passait pas sur moi, tu vois? Moi, je forçais et j'ai l'impression de je me développais pas, tu vois? Je prenais pas de muscle, je prenais pas grand chose, tout ça et donc bah, j'ai creusé les sujets jusqu'à temps, bah, de devenir meilleur, de commencer à faire des analyses morpho-anatomiques, donc justement d'analyser les gens suivant leur longueur osseuse, leur longueur musculaire, de voir, bah, des grosses différences, hein. Hem, il y a une, vidéo qui circule de temps en temps sur la page, Squat University de Aaron, je vais pas prononcer son nom parce que je vais dire des conneries, qui a fait un super bouquin qui s'appelle Milo aux éditions Fortana, qui est un super bouquin, vraiment, je trouve qu'il est sous-coté ce bouquin. Moi, je trouve qu'il est vraiment super, mais bref. Et il montre 2 personnes qui assises font la même taille et quand elles se mettent debout, tu en as une qui fait genre 20 centimètres de plus, qui a tout dans les jambes, tu vois? Et quand tu y penses avec le recul, tu dis: «Bah ouais, évidemment, il y a des grosses différences entre les gens» et donc progressivement, il s'est passé 2 choses. La première, c'est que, bah, tous ceux qui faisaient du power avec moi, la plupart ont fini en miettes. Vraiment, tous ceux qui étaient champions, il y a eu quelques survivants, il y en a encore quelques survivants, mais tu en as beaucoup qui se retrouvent avec 2, 3, 4 hernies discales, d'autres avec des hernies cervicales, heu, des mecs, massacrés, hein, des mecs, qui quand ils marchent tout doucement, je voyais des gars à l'époque pareil, qui étaient en équipe de France master, qui faisaient de la force depuis longtemps, au club de Meaux qui était un gros club de force à l'époque, c'était le meilleur club de France, dans les années peut-être, 2007, 2008, 2009, quelque chose comme ça et je voyais les master heavy qui avaient 40-45 ans et les mecs, ils prenaient la barre, rien qu'attraper la barre, c'était dur. Rien que de faire un squat, c'était dur. Et c'est des gars, ça faisait 20 ans qu'ils faisaient du squat, hein. Il y a des gars qui avaient fait 250, 300 au squat. Ça fera rire ceux aujourd'hui qui font peut-être plus, mais c'était énorme. Et les mecs étaient, oh, putain, tu disais, ouh là là, je veux pas finir comme ça. Alors tu disais, comme tu es jeune, tout ça, tu dis, ah, c'est comme ça qu'on finit, tout ça. Et parallèlement, j'avais eu Marc Vouillot en prof. Donc Marc Vouillot qui est mort il y a pas longtemps, malheureusement, et qui était un peu le père de Mmh. la force.
Et donc moi, comme je disais, j'étais vraiment passionné. J'avais 15-16 ans à l'époque quand je l'ai eu en prof, jusqu'à 17-18 ans, quelque chose comme ça, de 16 à 18. Voilà, pour contextualiser, c'était 2004-2005, peut-être 2006, je sais plus exactement, mais dans ces eaux-là. Et donc, je lui posais des questions. Je lui dis: «Marc, comment ça va?» Parce que moi, je voyais, Marc, il boitait. Marc, il avait, je sais pas, 55-60 ans, il marchait, il boitait. Et donc je lui dis: «Bah, comment ça va?» tout ça. «Ah, j'ai mal au genou, j'ai mal ci, j'ai mal là», tout ça. Et déjà à l'époque, dans les guides pratiques du bodybuilding de Jean Texier, donc je pourrais même le ressortir, c'est dans le tome 7. Je m'en souviens très bien, qui était un extrait de son interview qui est exceptionnel dans le Muscle Mag numéro 13 sur la force. Il dit: «De toute façon, ça va mal finir». Il dit: «On n'est pas fait pour ça, ça va mal finir, mais au moins on saura pourquoi on a mal». Tu vois? Et c'était un peu le truc comme ça. Mais déjà, tu vois, c'était les années 80-90. Ah ouais. Il expliquait déjà, ça va mal finir. Il dit forcément, à mettre des poids lourds, toujours plus lourds dans des positions, voilà. Et je le voyais à 55-60 ans, il n'était pas en bon état. Alors on va me dire, mais oui, mais la plupart des gens à 55-60 ans sont pas en bon état. Évidemment. Mais, donc ça c'est la première chose, j'ai vu tous ceux de ma génération finir mal. J'ai vu des gars, ils boitent, ils bougent pas, ils sont là, ils se lèvent le matin. J'ai vu des gars, je vais pas citer de nom, mais des gars, même de monter des escaliers, c'était compliqué. Ils montaient des escaliers tout doucement. Alors, on va me dire: «Ouais, c'est le matin, tout ça, c'est normal». Non, les gars, ils avaient même pas 30 ans, et ça faisait 15 ans qu'ils s'entraînaient, ils étaient morts. Les gars, ils étaient morts. Et ces gars-là, tu peux toujours les voir aujourd'hui sur les réseaux. Il y en a qui continuent de poster parce que le mec, en fait, il bloque toutes ses émotions, tous ses récepteurs. Tu vois, il s'énerve, donc il pense plus à rien. Il arrive à faire des perfs, mais putain, en dehors des perfs, le mec, c'est compliqué. La vie est dure. Et donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, j'ai commencé à faire des analyses un peu, morpho-anatomiques, donc à faire venir des gens à Annecy, ce que j'appelle, le coaching premium. Et donc j'ai analysé les gens. Donc, je sais pas, j'ai analysé, des centaines et des centaines de personnes. Tu vois? Je fais ça depuis peut-être 2015-2016, où les gens viennent, je les analyse. Et donc j'analyse aussi bien leur longueur osseuse que musculaire. Donc c'est assez facile de comprendre que, et déjà, Jean Texier, dans Visa pour le bodybuilding, donc 1980 quelque chose, il faisait des dessins avec Lucien de Méliès où il montrait que, en fonction de la longueur de son fémur, tu allais plus ou moins pencher le buste en avant. Tu vois? Il montrait déjà ça. Et donc on parlait pas encore trop de souplesse, tout ça. Et donc les gens viennent, j'analyse leur longueur osseuse, musculaire, surtout musculaire pour le potentiel à se développer, et osseuse pour la facilité à te retrouver, à pouvoir exprimer de la force. Souvent, je caricature en disant, quand tu te retrouves dans une position très très étirée, tu peux pas être très fort. Un peu étiré, ça va. Si ça, c'est ton muscle. Si tu es très étiré, peu de fibres peuvent se connecter. Et donc, tu vois bien que tu es dans une position de faiblesse. C'est compliqué. Donc, j'analyse ça et j'analyse aussi la mobilité. Donc, ta souplesse passive, jusqu'où tu peux bouger et qu'est-ce que tu peux faire activement. Tu vois, par exemple, je vais en prendre l'exemple au CrossFit, tu as plein de gars qui se démontent les épaules parce que quand on leur dit lève le bras, en fait, ils sont ici, tu vois, on voit pas, mais ils sont devant, puis ils n'arrivent pas à mettre le bras comme pour faire des tractions. Donc, en fait, on leur dit fais des tractions, fais des tractions, fais des tractions, ou fais du développé. Et le gars, en fait, il est en train de forcer quelque chose qu'il n'a pas. Alors, on va nous dire, comme d'habitude, les bien-pensants, ceux qui veulent te faire culpabiliser, tout ça, ils vont te dire, mais c'est parce que tu ne travailles pas ta mobilité, parce que tu n'es pas fait pour, pas que tu n'es pas fait pour, mais tu ne travailles pas ta mobilité, tu ne fais pas ce qu'il faut pour. Donc voilà, c'est ça le problème. C'est t'es un gros feignant, t'es bon à rien, on va te faire passer pour une croûte. Les autres, tu dis, bah ouais, je comprends pas tout ça. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, toi, tu dois le voir dans les formations que tu donnes, et voilà, moi aussi, c'est que de plus en plus, on se rend compte, si on est intéressé, que l'anatomie, c'est pas une science exacte. Qu'en fait, ta configuration articulaire est différente de ton voisin, de ton voisin, de ton voisin. Bien sûr, tu as des bases communes. On va dire, voilà, ton biceps a 2 chefs, voilà où il s'insère à peu près. On va dire, ton articulation de la hanche, elle est comme ci, comme ça. Et dans le bouquin Milo, c'est pour ça que je dis qu'il est vraiment sous-coté. Parce que le gars te montre que ta hanche est plus ou moins antériorisée ou postériorisée. Et que donc, quand tu fais un mouvement de squat, forcément, ta hanche, quelqu'un qui est très antérieur, sa hanche, je dis une connerie, elle va pouvoir fléchir comme ça. Toi, c'est très postériorisé, tu vas faire comme ça. Ça va t'emmener sur l'extérieur. Et donc, à partir de là, de ces analyses, de ce que j'ai pu voir, tout ça, j'ai bien vu que beaucoup de personnes allaient se détruire en faisant les exercices classiques. Et là, on parle squat soulevé de terre, mais ça peut même développer couché, développer militaire, traction, n'importe, allaient se détruire parce qu'ils n'avaient pas la morphologie pour, ni les capacités de mobilité pour. Donc, à partir de là, oui, j'en suis arrivé à une liste à dire d'expérience, encore une fois, après avoir coaché des milliers de personnes, former les gens, les analyser, avoir un certain recul. Je suis dans le milieu de la muscu depuis 2001. Et encore une fois, je vois les réseaux, mais je vois aussi ce qui se passe à côté.
Il suffit d'aller en compétition de force, vous allez voir ce qui se passe. Ou vous écoutez mon pote Clément en podcast, vous allez voir, il a sa premier mois qu'on fait un podcast où il n'a pas eu une petite douleur qui l'a pas empêché de s'entraîner sur un truc. Et il fait 45 minutes à 1 heure avant chaque entraînement pour pas avoir mal, pour pouvoir s'entraîner. S'il fait pas ça, il peut pas s'entraîner. Ou il peut, mais il a mal comme un chien et donc ça finit mal. Donc bref, tout ça pour dire que j'en suis arrivé à une conclusion, c'est qu'il y a des exercices pour la majorité des gens qui vont produire plus d'inconvénients que d'avantages. Tu vois, on en revenait à ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, c'est la liste que j'ai mis dans le premier bouquin que j'ai sorti en version papier, le guide de la musculation naturelle. C'est le squat, c'est le soulevé de terre, c'est le développé militaire, c'est le rowing bar buste penché en avant parce que tu as les ischios hyper raides, parce que tu n'as pas de conscientisation de ton corps, tout ça. Alors on va me répondre, oui, mais l'être humain, il est fait pour s'accroupir, il est fait pour se pencher en avant, il doit pouvoir adapter ses postures, nanana. Je suis d'accord sur le principe. La vérité maintenant derrière, c'est qu'il y a des gens, peu importe qui, même si tu leur donnais 2-3 heures par jour pour faire ça, ils n'y arriveraient pas. Parce que leur configuration articulaire n'est pas ça, parce que leurs antécédents, moi j'ai fait plein de vidéos pareil sur les trucs d'hernie discale, tout ça, parce que on m'envoie plein d'IRM, plein de trucs à regarder, tout ça. Souvent, voilà, on me contacte par rapport à ça. Il y a aussi une part de génétique. On disait, et c'est toujours le cas, un champion, c'est quelqu'un qui est résistant, qui ne se blesse pas. Regarde Ronnie Coleman, il lui a fallu 20 ou 25 ans de surcharge, plus les produits dopants évidemment, pour se détruire. Mais il y en a, au bout de 3, 4, 5 ans, ils sont détruits. Ils sont détruits parce qu'ils ont fait des mouvements pour lesquels ils n'étaient pas adaptés de base. Peut-être qu'ils avaient la mobilité, mais peut-être qu'ils faisaient un squat penché en avant à fond, un soulevé de terre, voilà, tu étais penché à fond en avant, tu faisais développé couché, tu étais hyper étiré, tout ça. Et en fait, ils se sont tout détruits. Parce que le corps humain, il n'est pas fait pour soulever des lourdes charges. Nous, la muscu, c'est contre nature, en fait. De vouloir soulever plus lourd, de vouloir avoir plus de muscles, de vouloir avoir un cardio exceptionnel, de performer, c'est anti-santé. Et donc, comme c'est anti-santé et qu'on force dessus, et ben, beaucoup de gens vont se détruire. Et donc, avec le recul, parce que maintenant que je suis un peu moins con, mais toujours un peu, ça m'arrive des fois de me dire, allez, tiens, je vais faire un peu de soulevé de terre ou un peu de squat. Tu vois, ça peut m'arriver. Mais de moins en moins avec les années, c'est de se dire, est-ce que finalement, comme la vie est bien plus longue que ce qu'on pense, parce que quand tu as 20 ans, tu dis, ouais, c'est bon. Mais la vérité, c'est que quand tu as 30, tu dis, ah putain, mais ça commence. Puis quand tu vas bientôt avoir 40, tu dis, oulala. Puis en fait, tu te dis, mais moi, mon but, c'est quoi? C'est qu'à 45, 50 ans, parce que j'ai fait le con avant, je suis en train de boiter, en train de ne pas pouvoir bouger, j'ai mal partout. Moi, je connais plein de sportifs de haut niveau, c'est pas compliqué, j'écoute plein de podcasts, j'en interviewe plein avec mon podcast Les Secrets du Sport. Ils me disent tous la même chose, ils sont massacrés. Alors on va me dire, ouais, mais leurs mouvements de muscu sont pas terribles. Je sais pas, il y a aussi ce débat-là, tu dois le voir passer. Ouais, la technique d'exécution stricte, c'est n'importe quoi, nanana. Écoute, tous les sportifs de haut niveau, 99%, voilà, je vais généraliser, que je connais, ils sont en miettes. Franchement, quand ils arrêtent leur carrière, et c'est pas compliqué, c'est assez facile de comprendre. Quand tu t'entraînes, tu es un peu anesthésié, tu vois, tu t'entraînes tous les jours, tu bouges tous les jours, tu as cette anesthésie. Quand tu arrêtes de t'entraîner, tu es moins anesthésié. Et bien là, d'un coup, tous les problèmes arrivent. Tu te dis, putain, mais en fait, j'ai mal partout. Et donc, c'est pour ça que j'en arrive à cette conclusion que, moi aujourd'hui, en tant que coach, en tant que formateur, ce que j'essaye de transmettre, c'est le sport santé avant tout. Voilà. Être capable de bouger, de ne pas avoir mal. Si un exercice fait mal, le fais pas. C'est pas grave. Tu n'es pas obligé de faire du squat, tu n'es pas obligé de faire du soulevé de terre. Là, on parle du crossfit. Tu n'es pas obligé de faire du crossfit. Le crossfit, voilà, c'est un mélange. J'ai entendu Guillaume Briand il n'y a pas longtemps. C'est un mélange de force, de gym, de cardio, pour résumer simplement, de gymnastique. Voilà, on résume très simplement. Mais tu n'es pas obligé de suivre la programmation CrossFit, tu n'es pas obligé de suivre le truc du groupe. Tu peux faire ton propre truc. Mais comme on a un ego qui est mal placé et qu'on voit vraiment sur le court terme, on prend des risques inconsidérés qui, à 45, 50, 55 ans, on va regretter. Alors bien sûr, il y a toujours quelqu'un. Et moi, j'aime bien mon pote Phil, donc El Sabre, qui a la page sur Facebook. Hein. Mais des fois, quand je vois, il montre un tel, 70 ans qui fait ça, ou 50 ans qui fait ça, ou nanana, ça s'appelle des exceptions. Moi, ce que je vois, c'est tout l'inverse. Moi, je vois des gens qui ont une mobilité très faible, qui ont des leviers désavantageux pour la muscu, à tel point que, comme je disais, la musculation s'est démocratisée. Et donc avant, quand j'ai sorti mon premier bouquin sur l'analyse morpho-anatomique en 2016, j'avais 3 catégories. Donc en gros, je simplifie, tu avais les gars, sur le haut du corps en tout cas, qui étaient soit larges, soit épais. Tu vois, tu étais un des deux. Tu n'étais pas étroit et tout plat. Et puis si tu avais le buste, tu avais le fémur qui était assez court. Ok ?
ce que je vois de plus en plus avec la démocratisation de la muscu, le nombre grandissant de pratiquants, c'est que tu as des gens maintenant qui vont être hyper étroits, qui ont la cage hyper plate, qui ont un long buste, mais qui ont le fémur super long comparativement au tibia. Moi, j'appelle ça des pingouins. Moi, je dis c'est des pingouins, ils sont fourrés. Ils sont fourrés. En fait, pour eux, la musculation, et je dis ça sympathiquement parce que voilà, c'est comme t'es. La musculation, ça devrait d'abord être la santé. Ça devrait d'abord être, je fais de la musculation pour me renforcer en fonction de ce que je peux faire, pas en fonction de ce qu'on me dit de faire. Et ça, c'est un gros problème parce que la plupart des gens ne sont pas capables de le faire. Et j'en reviens aussi à ce que je disais, Marc Vouillot à l'époque, tout ça, même si tu es capable de le faire, il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr, il ne faut pas être polytechnicien pour comprendre que quand tu te mets 200 kilos sur le dos ou 150 kilos sur le dos plusieurs fois par semaine, si tu veux soulever de terre, du squat, tout ça, ça va mal finir. Tu vois, les gens déjà qui font rien, ils rapetissent. Leur espace intervertébral diminue. Diminue à mesure qu'ils vieillissent. Tu vois bien, tes grands-parents, ils sont plus petits. Ma mère, elle est plus petite que quand elle était jeune, tout ça. Et donc, alors, bien sûr, on va me dire, oui, mais ils n'ont pas pris soin d'eux, ils n'ont pas fait d'abdos. Ok. Mais qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer quand tu mets 150 ou 200 kilos sur le dos plusieurs fois par semaine? Tu crois qu'il va se passer quoi? Tu vas accélérer ton vieillissement vertébral. C'est pas compliqué. Et quand tu es jeune, tu penses que tout se répare. Mais quand tu vieillis, tu comprends que tout se répare pas. Qu'à un moment, les blessures que tu as laissent des séquelles. C'est comme tout. Tu te fais une petite entorse de cheville, tu dis, oh, ça va. Et puis forcément, si tu refais un truc, tout ça, même si tu as renforcé ta cheville, parce que là, tu essaies de réduire le risque, mais tu ne préviens pas vraiment, tu réduis un peu le risque de blessure en essayant de faire plein de choses. Et ensuite, une fois que tu as déjà une entorse, ton ligament est déjà un peu distendu. Hop, tu t'en refais une plus facilement. Donc pareil, tu vois, quand je m'étais déchiré le pec, voilà, forcément, quand je fais un autre truc, ça a mis des années à passer, je ne sens plus rien. Mais je vois, moi, quand je contracte, qu'il y a une petite déchirure. Ou pareil, le biceps, quand j'essaye des trucs, paf, il s'est déchiré aussi. On n'est pas fait pour forcer. On n'est pas fait pour contrecarrer notre nature. Tu peux le faire plus ou moins longtemps, mais à un moment, ça va se payer. Donc, moi, aujourd'hui, en tant que coach et formateur, je dis aux gens, attention, ça n'a peut-être pas trop de sens pour la plupart des gens de leur mettre une barre sur le dos. Peut-être que de faire du squat gobelet, ça a plus de sens. Que de faire des fentes, ça a plus de sens aussi. Que de faire des extensions en banc lombaire. Et je ne suis pas anti-squat, anti-soulevé, mais si on fait à 50-60 kg, je trouve ça super. Mais demain, que tu en fasses à 150, 200, que tu pars dans une course à la performance, c'est sûr que ça va mal finir. Alors certains me diront, non, mais regarde un tel, regarde un tel. Un tel, c'est le champion. Toi, tu n'es pas le champion, sinon tu le saurais. Toi, tu es une croûte. Tu es une croûte comme moi, et je sais comment ça va finir. Moi, quand j'ai eu ma hernie discale, non, mais tu vois, on rigole, mais quand j'ai eu ma hernie discale, qui a vraiment explosé en 2016 ou 2017, en fait, moi, j'avais eu quelque chose au dos, et quand j'étais gamin, quand j'avais de la force, et j'avais une pointe dans le dos. Au début, ça me couchait 2-3 jours, tu vois. Je faisais un truc, je dis, oh putain. Et donc, pourtant, j'étais hyper progressif. On peut dire que j'étais monté très vite. Je faisais une bonne planif, tout ça. Bon, bref. Certains diront que c'était pas super. Avec le recul, je pense que c'était quand même pas mal. Et j'avais souvent des petits épisodes, tu vois. Mais bon, ça passait en quelques jours, tu vois. J'avais mal, voilà, ça passait. Et puis à un moment, je sais plus, en 2016-2017, je faisais du squat et à un moment, j'ai senti un truc, tu vois. Et là, j'ai dit, oula, là, je peux vraiment plus bouger. Et quand j'ai fait un IRM, on a vu un hernie discale. Et en fait, c'était la même douleur, mais plus intense que ce que j'avais eu à 17-18 ans et que j'avais eu tout au long du truc. Donc, ces histoires, pareil, de renforcement, de se dire on se renforce. La vérité, c'est que tu te renforces tant que tu vieillis pas. Et quand tu vieillis, tu te renforces beaucoup moins. Mais ça, quand tu es jeune, quand tu as 20 ans, tout ça, moi non plus, j'y pensais pas. Je disais, qu'est-ce que c'est que ces conneries, on s'en fout de tout ça. Mais tu vas voir qu'en vieillissant, ta récupération, elle est beaucoup plus lente, que t'étirer, on te dit, les étirements, ça sert à rien. Ne t'étire pas, tu verras. Pour la plupart des gens, il faut s'étirer. De ce que je peux voir, il faut qu'ils maintiennent au moins la souplesse qu'ils ont, même s'ils ont du mal à la développer, parce que plus tu vieillis, plus tu te durcis, on va dire. Donc voilà, c'est tout ce discours ambiant, et c'est ce que je trouve dommage un peu dans le monde du sport, c'est qu'on nous montre à chaque fois, on prend l'exemple sur les gars qui ont 20, 30 ans, quelle que soit l'activité physique, et on ne me montre pas les 40, 50, 60 ans qui ont commencé à 20 ans, qu'est-ce qu'ils deviennent après. Et la vérité, c'est qu'est-ce qui se passe. Tu peux écouter plein de podcasts de sportifs. Les mecs, à 35-40 ans, ils ne peuvent plus faire de sprint. Moi, j'en ai interviewé plein dans le milieu de kayak. Les mecs, ils peuvent même plus remonter dans le kayak, ils ont mal partout. Pourtant, c'est pas un truc très traumatisant. Donc, on n'est pas fait pour tout ça, mais tu as des façons de réduire les risques ou tu as des façons d'accélérer ton usure. Après, c'est toi qui choisis. Mais c'est vrai que je reviens souvent à un truc, quand tu es jeune, t'es con. Voilà, quand tu es jeune, tu es con parce que tu dis non, mais c'est connerie, tout ça, ça va se réparer. Et puis à un moment, ça se répare plus. À un moment, tu dis ah ouais, putain, je vais avoir mal comme ça à vie. Donc moi, ça va. Tu vois, si je fais mes étirements, mes trucs, j'ai rien. Tu vois, mais si. Tu vois que c'est comme Clément, mon pote Clément, s'il fait pas ses 45 minutes, 1 heure avant chaque entraînement, ouais, c'est la merde.
Donc, est-ce que vous voulez en arriver à ça? À un moment, te dire, bon, bah, en fait, j'ai mal partout, je suis obligé de prendre des. Enfin, c'est pas compliqué. Quand je fais un peu de course à pied, et donc je regarde un peu ce qui se passe, au marathon de Boston, il y a plus de la moitié des individus qui participent au marathon de Boston qui sont sous antidouleur. Voilà ce qu'il faut dire. Donc, des gens qui font de l'endurance, qui font même pas de performance, spécialement, qui font peut-être 3 heures ou quelque chose comme ça, qui est déjà une belle perf pour des amateurs, et ben, ils sont sous antidouleur. Donc, vous comprenez bien que, comme la vie est longue, alors je sais pas à quel âge vous prévoyez de mourir, si vous avez peut-être envie de vous suicider ou pas, mais moi, j'ai envie d'être bien aujourd'hui sur le plus longtemps possible. J'ai pas envie de me réveiller un jour et de me dire putain, j'ai du mal à marcher, j'ai du mal à lever les bras. Oh putain, c'est quoi cette histoire? Ça n'a pas de sens, tu vois. Ça n'a pas de sens. Mais c'est sûr que quand tu es dans le truc compétition, tu crois qu'il n'y a que la compétition qui compte. Mais, et tu as besoin de la compétition peut-être pour exister aux yeux des autres, tout ça. Mais la vérité, c'est que bon, tout le monde s'en fout, quoi. Ça, c'est éphémère. C'est pas ce qui compte. Et c'est pour ça que je fais ce gros travail, entre guillemets, de prévention, de réduction du risque de blessure en disant il y a des mouvements, tu sais, si tu les fais pas, je pense que ça va mieux se passer pour toi. Après, tu vas me dire, bah, mais il y a un tel qui fait. Ok, bah, si tu penses que tu es comme un tel, vas-y. Mais si tu es là en train de discuter avec moi, sans doute, c'est que tu n'es pas comme un tel. Parce que un tel qui arrive, tout ça, il vient pas me voir en général. Celui qui vient me voir, c'est la majorité des gens qui ont du mal à bouger, qui sont pas faits pour la muscu de base et qui, en fait, doivent tout adapter. Et dernier point, on parle là d'exercices polyarticulaires sur lesquels il faut adapter beaucoup de choses si tu veux les faire, voire régresser en termes de mouvement, faire du squat gobelet, par exemple, à la place du squat bar ou du squat avant. Mais on a moins ce problème-là sur l'exercice d'isolation. Quand tu fais du curl, bah, à part ta longueur de biceps qui peut rentrer en jeu parce que tu as plus ou moins un tendon long, bah voilà, tu as quand même moins de risque de blessure. Alors sur les polyarticulaires, tu peux vite être désavantagé mécaniquement pour exprimer de la force, surtout en position trop étirée, et en plus mettre de la pression. Encore une fois, ton corps, il n'est pas fait pour soulever des charges lourdes plusieurs fois par semaine dans des positions improbables, même si on te dit que c'est des positions qu'il y a depuis la nuit des temps. Ouais, qu'il y a depuis la nuit des temps pour des gars qui font 45 kilos tout mouillé, et voilà. Toi qui fais 80-90 kilos, qui a une mobilité de rigolo, bah en fait, toi, c'est pas ta position naturelle. Ta position naturelle, toi, a priori, de ce que je comprends, c'est affalé dans le canapé ou allongé sur le canapé en train de regarder une série à la con. Donc toi, tu comprends bien que ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que moi, je suis vraiment dans cette optique de personnalisation. Et si je dois généraliser, pour simplifier, je dis clairement, ne fais pas du squat et du soulevé de terre dans une optique de performance. Fais attention à ce que tu fais. Si tu as une douleur, ralentis. Et si tu veux vraiment pas prendre de risques, bah, fais des variantes. Il y a moins de risques en tout cas, parce qu'il y a quand même du risque. Fais des variantes plus légères, voilà, plus difficiles. Et peut-être que tu auras moins de cuisses, peut-être que tu auras moins de dos, peut-être que tu auras moins de muscles. Mais tu ne seras pas monsieur Olympia, tu ne seras pas champion olympique, ça ne va pas changer ta vie. Et si ça la change, ça la changera pour le meilleur si tu fais les bons exercices. Si tu fais les moins bons, et ben, je peux dire que c'est pratiquement sûr que tu vas le payer. Et ça n'a pas de sens. Moi, pendant des années, je me suis acharné au squat. Je n'avais pas la mobilité, j'avais rien, tout ça. Je forçais. Ouais, ça passe. Mais à un moment, tu sens que tu as mal au genou, tu as mal ici, tu as mal. Tu dis, bon, à un moment, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc voilà. Pourquoi j'en arrive à ces conclusions-là? Mais j'aime bien regarder le CrossFit aussi. Hein. Tu sais, je regarde. Là, je regarde si je vais pas aller au French Throwdown à Lyon ou quoi. Donc, allez voir. Donc, je suis l'actualité. Mais il faut faire attention à tout ce discours un peu ambiant qui est tout le monde doit être capable de faire ça, tout le monde doit faire ça. Si tu n'es pas capable de le faire, tu es une merde. C'est pas vrai. La vérité, c'est que tu es vraiment différent de ton voisin et que si tu rencontres des problématiques, c'est pas sans raison. À un moment, la nature, elle se rappelle à toi et elle te dit là, tu as fait le con, c'est pas pour toi, donc fais gaffe. Et il faut apprendre à écouter ces signaux-là avant que ce soit trop tard, parce que sinon, tu auras du mal à monter les escaliers, tu auras du mal à lever ton lit, tu auras du mal à lever les bras, puis tu te diras merde, qu'est-ce que je fais maintenant? À part regarder les autres faire. Mais la vie, à mon avis, c'est pas regarder les autres faire, c'est plutôt faire. Donc, mon but, c'est, entre guillemets, en partie, de permettre à chacun de pouvoir faire le plus longtemps possible, tout en ayant des objectifs physiques, de performance aussi, mais plus sur le long terme. Tu vois, comme on disait dans l'introduction, le temps est un allié quand tu fais les choses bien. Le temps n'est pas un allié quand tu fais les choses de manière incorrecte, selon moi. Bah, c'est un allié dans le sens où il va révéler les bonnes et les mauvaises choses, le temps. Donc, ça fait le tri, le temps fait le tri. Et ça me fait penser à une phrase que Delavier dit qui me fait beaucoup rire, c'est « tout le monde peut tout faire, sauf quand on ne peut pas ». C'est-à-dire qu'on est quand même tous différents. Et lui qui a beaucoup travaillé sur l'anatomie et la morpho, il vient un peu à ce même constat que toi. Il a commencé par le power en plus, lui, donc il s'est Bien confronté sûr, il n'était pas directement. du tout fait pour le power, Fred. C'était affreux. Il faisait un squat, la tête Exactement. entre les jambes. C'était affreux ce qu'il Ouais, faisait. ouais. Et c'est de son expérience qu'il a pu dire bon, bah voilà, moi j'essaie, je n'étais pas fait pour le power.
Il y a des mecs qui levaient des barres, ils travaillaient 3 fois moins que moi, parce qu'ils avaient des bons leviers, en fait, tout simplement. Bien sûr. Mais Bien après, sûr. j'ai échangé avec Kylian dans le dernier podcast, et lui, il disait Kylian, quand même. mon pote Kiki Ayon. Exactement. Ok. Qui d'ailleurs m'a recommandé, c'était drôle parce que je lui ai demandé une recommandation. J'aime bien faire ça à la fin du podcast. Qui est-ce que tu penses que je pourrais interviewer et qui est pertinent? Et il m'a dit Rudy, Julien Vénestan. Je lui ai dit bah Rudy, normalement on se voit fin de semaine. Mais donc, on parlait du côté fonctionnel parce qu'il y a quand même une question qui revient très souvent dans mon podcast, puisque ça parle aussi beaucoup de santé. Et est-ce que, enfin, c'est cette espèce de dilemme entre l'œuf et la poule, est-ce que c'est la performance qui amène vers la santé? Est-ce que c'est la santé qui nous amène vers la performance? Comment ça interagit un petit peu? Et tu disais beaucoup de sportifs de haut niveau, mais c'est vrai qu'à un certain niveau de performance, ils le savent, hein, ils font le choix de sacrifier une partie de leur santé pour aller plus loin dans leur performance, puis ils le payent après. Mais le problème, c'est que ce sont les gens qu'on voit, parce que vu qu'ils performent, ils sont entre guillemets exceptionnels, c'est ceux qui sont mis en avant. Mais qu'en est-il du commun des mortels? Est-ce que nous, on veut sacrifier notre santé pour la performance, ou simplement utiliser la performance comme un outil pour notre santé? Et c'est la conclusion que tu viens au final. Pour les gens, dans la généralité, faire du squat, ils auront probablement moins de bénéfices que de risques. Donc, c'est important, je pense, quand même, d'être capable de retrouver des capacités fonctionnelles. Et c'est ce que Kylian disait. Il disait, le fonctionnel, c'est une base. Faire du squat à 50-60 kilos, il n'y a aucun problème. Il Bah faudrait voilà, que tout le voilà. monde puisse savoir le faire. Mais à un moment donné, quand tu veux rentrer dans le cadre, je développe mon muscle, je me mets dans des positions, je vais devoir me charger. Il vaut mieux utiliser des mouvements dans lesquels il n'y a que le muscle qui est en contrainte et pas le reste du corps. Bah, j'espère Donc, que par Kylian a exemple, arrêté de faire du. J'espère qu'il a arrêté de faire du squat, hein, parce que la dernière fois que j'ai vu en vidéo, il faisait du squat, ce fou. Alors qu'il a sorti son bel squat qu'on a à la salle, et il faisait du squat lourd. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il est fou. il a parlé du bel squat, il a dit que c'est ce qu'il priorisait et que de temps en temps, malgré tout, il reprenait quand même ces exercices-là et qu'en ce moment, si ma mémoire est bonne, il avait repris un petit cycle de squat, mais qu'il préférait un bon bel squat à un squat conventionnel. On a parlé justement de ça. Moi, par exemple, ce que je disais à Kylian, en revenant en France, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup des exercices qui mettaient en avant, qui sont maintenant démocratisés dans les salles, donc notamment le hip thrust, beaucoup de gens le pratiquent. Et je lui dis, il y a un truc que les gens ne pratiquent pas, c'est le développé décliné. Moi, personnellement, ça a sauvé mon épaule. Je Ben me ouais, suis ouais, mais acharné je au sais, développé couché. les gars en font pas parce que déjà, t'as pas de banc. En fait, moi, j'ai plein de gars, je dis, bah tiens, on met du décliné parce que ils ont pas de cage, ils ont des longs bras, et il faudrait bien décliner le banc pour pas qu'ils se retrouvent vraiment étirés. Et en fait, il n'y a pas de banc décliné, donc tu mets ton banc, mais si t'as rien pour te caler les jambes, bah tu peux pas forcer. Donc, en fait, tu es un peu fourré dans la. Mais bon, encore une fois, la plupart des salles sont faites. Ça, c'est démocratisé. C'est devenu un business. La plupart des salles sont faites par des gens qui ne s'entraînent pas, qui n'ont pas spécialement de connaissances, qui ne sont pas passionnés. Et donc, ils achètent 50 machines à la même marque, ils ont un prix, c'est réglé. Et comme la plupart des gens, de toute façon, ils vont pas vraiment s'entraîner, ils vont venir discuter, tout ça, tout le monde s'en fout. Après, c'est le business. Comme on dit, en fait, tout est perverti par cet esprit perdant-gagnant. Tu vois, il faut que les gens perdent pour que les autres gagnent. Donc, on est niqué. Après, c'est vrai que Kiki, il a raison. À part pour son squat à 200 kilos qu'il fait, des fois, là, je vois passer, je dis putain, mais il est fou. Mais bon, il n'a pas encore eu 30 ans, je crois, Kiki, donc c'est pour ça. Il a 30 Mais ans, il ouais. m'a dit. Ça y Ah, il a eu 30 est. ans. Ah, il a eu 30 ans, putain, Ça y merde. est. Ah bah, ok. Et bah, voilà, le temps passe vite. Hein. Mais, euh, mais ouais, il a raison. Dans l'idéal, tout le monde devrait pouvoir faire du squat à 50-60 kilos, même du soulevé de terre, ça ferait du bien. Mais, tu vois, je vais encore dire un mais, il y a des gens, je les vois, ils peuvent pas. En fait, ils sont là, ils sont pliés en deux, on me dit ouais, mais la mobilité de cheville, de hanche, nanana. Faut se mettre dans le contexte aussi. Il y a des gens, ils ont 3 fois 1 heure pour s'entraîner par semaine, ils ont un travail, tout ça. Ils ont des transports en commun, ils ont plein de trucs à faire. Tu leur dis, bah voilà, toi, tes séances, ça va être que de la mobilité 3 fois par semaine. Bah, ils disent non, moi, j'ai pas envie. Donc, eux, ils veulent faire du sport, ils veulent se sentir bien, ils veulent pas juste s'étirer, quoi. Je caricature, hein. Donc, pour eux, bah, tu dis quoi? Tu dis, bon, bah, pas de squat. Donc, c'est pour ça que tout le monde doit pouvoir, nanana. Il n'y a pas de tout le monde. Il y a, normalement, ce qu'il devrait y avoir, c'est voilà ce que j'aimerais faire, voilà ce que je peux faire. Ça, c'est ce que j'essaie d'apprendre en CQP, en BPGEP. Je dis voilà, on commence, on analyse les gens, on met en rapport avec leur objectif, on dit oui, non, ce que tu peux faire. Moi, j'en ai plein qui m'écrivent par à distance, je dérive, mais qui me disent moi, je veux prendre 10 kilos de muscle. Et je vois ce qu'ils font, ce qu'ils sont prêts à faire. Je dis tu prendras jamais 10 kilos de muscle. Je dis voilà, toi, tu as 4 kilos de marge de mon expérience, c'est ça qui va se passer. Non, mais voilà, il faut dire la vérité. Tu vois, car moi, ma vérité, en tout cas, de mon expérience. Mais ouais,
Qu'est-ce que tu peux faire? Quels sont tes objectifs? Voilà le compromis qu'on va trouver. Moi, c'est comme ça que je réfléchis aujourd'hui et depuis des années. Et c'est pas tout le monde doit pouvoir faire ça. Donc, si tu n'y arrives pas, tu dois absolument. Moi, j'ai eu le temps et c'est mon travail, entre guillemets, de m'entraîner, d'entraîner les autres, tout ça. J'ai passé des soirées pendant plus d'1 an à m'étirer 2 heures tous les soirs, à essayer des trucs, tout ça. Il y a un moment, j'ai bien vu que au niveau de mes chevilles, ça voulait pas venir, quoi. Je force, je fais des trucs, ça vient pas. Il y a 0 degré. Je saute une journée, il y a 0 degré d'amélioration. À un moment, tu es obligé de te dire, en fait, tout ce qu'on me raconte, tout le monde peut, nanana, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a un moment, tu peux pas. Et en plus, tu as des différences entre les deux côtés. Moi, ma cheville droite, ma cheville gauche, c'est pas la même. Ben voilà. Et peut-être qu'en plus, si on regardait vraiment, on dirait, bah oui, effectivement, c'est pas la même configuration osseuse. Elle est plus ou moins antérieure, postérieure, nanana, latérale ou quoi, ce qu'on veut. Et on se dirait, bah ouais, en fait, et tu as plein de gens comme ça qui sont tordus en plus, qui sont vraiment asymétriques. Et on leur dit, bah non, mais tu dois rien pouvoir du tout. On va regarder ce que tu peux faire. Quels sont tes objectifs? Voilà ce qu'on va faire. C'est tout. Mais c'est vrai que comme on te vend cette gloire, ce truc, on te montre des personnes exceptionnelles, tu as envie d'être cette personne exceptionnelle. Mais la vérité, c'est que c'est dur peut-être, mais si tu devais être exceptionnel, tu le saurais déjà. Tu ne serais pas en train de te poser ces questions-là, il n'y aurait pas tout ça, tu ferais, et puis c'est tout, tu es exceptionnel. Si tu te poses ces questions, c'est que tu n'es pas exceptionnel, du moins dans cette partie-là. Mais c'est pas grave. Ça n'empêche pas que tu vas pouvoir atteindre un bon niveau, un meilleur niveau que ce que tu as actuellement, que tu vas pouvoir progresser. Voilà. Mais il faut repartir de ce constat-là. C'est, tu vois, c'est Olivier Pourriol dans son livre Facile, il dit très bien, et qui reprend un peu, que De la vie a repris, ou je ne sais pas s'ils se connaissent, mais bref, qui dit un peu la même chose. Qui dit, c'est pas quand on peut qu'on veut, si, c'est quand on peut qu'on veut. Tu vois, quand tu peux, tu veux. Et c'est pas l'inverse, parce que tout le monde nous dit, quand tu veux, tu peux. Non, 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 quand tu veux, des fois, tu peux pas. C'est pas si simple, c'est quand tu peux. Quand tu peux faire un truc, tu dis, ah bah oui, forcément, c'est facile. Tu arrives à t'exprimer. Donc, ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Et c'est un livre, ça, que je conseille vraiment à tout le monde, même s'ils sont. C'est pas spécialement sport. Il faut que ce soit, entre guillemets, facile, même si ça nécessite des efforts. Faut pas que tu aies à produire des efforts incommensurables et que tu vois pas le progrès. Sinon, tu t'essouffles et tu fais pas. Tu sais, c'est comme quand tu es gamin, je sais pas, tu fais du tennis, tu joues 1 an. Moi, j'ai joué 1 an au tennis, j'étais nul, j'étais balle blanche au bout d'1 an. Tu en as qui étaient balle jaune, balle orange. À l'époque, c'était comme ça. Bon, j'ai vu que j'étais nul, j'ai pas persévéré. Et puis, je faisais de l'athlé, là, j'ai persévéré, j'ai vu que j'étais bon, voilà. Donc, à un moment, tu vas vers ce quoi aussi tu es fait, mais avec la muscu, comme c'est démocratisé, tout le monde croit qu'il peut être musclé, tout le monde croit qu'il peut être fort. Non, tout le monde ne peut pas. Mais c'est pas grave en même temps, parce que c'est pas le but. C'est pas un but suprême. En tout cas, ça devrait pas l'être. Mmh. Ouais, et puis, c'est vrai que on parle, tu sais, beaucoup, il y a aussi cette grande tendance, il faut aller, passer plus de temps sur ses points faibles que ses points forts. Moi, à titre personnel, en entraînant des sportifs, je me suis rendu compte que quand tu les mets dans des préférences motrices naturelles pour eux, ils s'épanouissent beaucoup plus, ils ont beaucoup plus d'enthousiasme à pratiquer, du coup, ils progressent davantage, dans le cadre de ce qu'ils aiment. Je prends un exemple simple, si tu mets un pilier de rugby ailier, il va jamais s'épanouir le mec, et si tu mets un ailier pilier de rugby, il va mourir. Donc à un moment donné, c'est sûr que c'est important, par exemple, pour un pilier de travailler son endurance, son capacité d'accélération et cetera. Mais, tu feras pas de lui un sprinter, il sera pas heureux. S'il travaille, il s'acharne pour avoir un niveau qui est tout au plus médiocre, alors que si tu travailles ce fond-là pour qu'il justement, il conserve sa santé et sa fonctionnalité, mais que tu vas aller aussi chercher ses points forts là où justement il est bon, là où son corps l'accompagne dans le mouvement, il sera que mieux dans sa pratique, plus enthousiaste et il ira beaucoup plus loin. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté, et ça peut s'appliquer, par exemple dans le crossfit, où tu dis il y a des gens, ils sont excellents en gym, ils ont du mal à soulever des barres, ils font des pauses, ils disent: «Je vais faire que de la force». Non, non, c'est important que tu fasses de la force, mais pousse plus loin dans ta gym aussi ou en musculation comme tu dis. Il y a quand même, hein, il faut le dire, il y a des gens, ils ont des leviers impressionnants, ils sont super bons au squat, perds pas de temps à faire de leg curl. Si le squat, tu te sens bien, vas-y. Mais pour la plupart des gens, c'est sûr qu'il y a des exercices, malheureusement, où le risque est plus grand que les avantages qu'ils vont tirer, de sa pratique, quoi. Ouais, tu vois, tu parles des préférences motrices, c'est intéressant. Pareil, je vais caricaturer. Donc, il y a l'excellent bouquin Volo d'Allen qui fait beaucoup de travail dessus, là, que j'invite certains veulent aller voir. Et c'est droitier-gaucher, en gros. OK? Toi, tu es droitier. Je sais pas, moi, je suis droitier. OK? Donc, tu es droitier, tu utilises plus ta main droite, tu vois que tout est plus facile à droite. Et puis, on va te dire, bah non, mais tout le monde devrait être capable d'utiliser sa main gauche aussi bien que la droite, alors que tu es droitier. Et tout le monde sait que c'est faux. Donc, on va te dire, tu fais que le gauche. Tu fais que la main gauche, la main gauche. À un moment, tu en as marre. À un moment, tu es là, OK, ça va venir un peu. Mais ce sera jamais comme la main droite. C'est pas ta préférence motrice. Et en fait, dans notre corps, on a plein de préférences comme ça, même sur le développement musculaire.
Tu as des gens, ils sont faits pour utiliser plus les bras, les biceps et triceps que le dos. Et je dis souvent un truc, c'est que on me dit ouais mais regarde un tel, lui il prend de partout ça. Ça s'appelle un type doué. On prend encore une fois le mauvais exemple des gens doués dans n'importe quelle activité. Mais on a tous des préférences motrices qui sont droitiers, gauchers, les yeux moteurs, je sais pas comment on va dire ça. Mais est-ce que tu articules par le haut, par le bas pareil au niveau des pieds. Tu vas voir un gars qui est podologue du sport, qui te fait courir sur un tapis, tu vas voir, moi j'ai fait ça, tu vois comment tu cours, tu dis putain, je cours pas pareil des deux côtés, mon appui est comme ci, comme ça, tu as des préférences. T'en as. Pour ça, j'ai du mal, c'est pareil, un truc qui m'ennuie un peu en ce moment, c'est tout ce qui est clinique du coureur, avec leur drop zéro, le carbone, ça n'aide pas, courez un peu tous les jours, ça va vous faire du bien, tout ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Le drop zéro, pour la plupart des gens, c'est une énorme connerie. Quand tu as un tendon hyper long, tu as les chevilles hyper fines, tu n'as pas de mobilité de cheville, tu mets un drop zéro, tu as des courbatures qui sont énormes au solaire. Franchement, tu es démonté. On te dit. Après, on va te dire les études, il n'y a pas besoin de faire d'études pour tout ça. Tu mets tes godasses, drop zéro, tu mets les godasses avec du drop et tu vois ce qui se passe. Et on va se rendre compte que c'est pour ça que j'ai du mal avec ça. Et pareil, avec cette histoire de courir un peu tous les jours, j'ai du mal aussi. Parce que moi, donc, je suis du milieu de la muscu et j'ai plein de gars que j'entraîne aussi un peu en endurance, mais qui viennent de la muscu. Ils voient bien que c'est assez logique. Si tu veux faire les pecs tous les jours, à un moment, tu as mal aux épaules, tu vois bien que ça ne va pas. Donc, si tu cours tous les jours, même 5-10 minutes, même doucement, tu vois bien que c'est un stress, un moment qui est trop important. Tu vois bien que. Donc, il y a plein de trucs en fait qui sont véhiculés sous couvert de validation scientifique qui sont du vent. Et ça m'ennuie un petit peu. Pour moi, ça, encore une fois, tout est une histoire de personnalisation. Et les préférences motrices, pour moi, vont vraiment en ce sens. C'est pour ça que je me suis pas mal intéressé et que je suis un peu l'actualité de Volo d'Haleine. Et j'ai un copain pareil qui lit ça à la morphoanatomie, c'est Mathieu Toulza, qui lit ça super bien, qui fait des formations, tout ça, en liant les deux. Et c'est vrai qu'on a nos préférences. Et quand tu vas contre tes préférences, bah, tu prends moins de plaisir. C'est toujours pareil. Tu poses une question à un entraîneur. Je crois que c'est un réel que j'ai mis il n'y a pas longtemps, quand j'avais interviewé Bruno Gagère, qui est entraîneur national du 800 mètres, qui a fait un super bouquin sur le 800 mètres avec sa femme qui s'appelle. Ben, je le vois pas, c'est écran trop petit. C'est écran trop petit, donc je le vois pas d'ici. Et il a fait un super bouquin sur le 800 mètres aux éditions INSEP qui est super. Et voilà, et je lui dis, bah voilà, est-ce que tu travailles les points forts, les points faibles de ça? Il dit, bah les points faibles, tu essayes de les travailler un peu hors saison, mais il dit, si tu fais que les points faibles, tu perds tes points forts. Donc il dit, non, il dit, de toute façon, tu capitalises sur tes points forts. Il dit, travaille un peu les points faibles loin de la compétition, et c'est tout. Et c'est vrai. C'est pour ça que des fois, ça me fait mal au cœur parce que c'est devenu trop important. En muscu, tu as des gens, ils me disent, ah ouais, moi je veux prendre des pecs, je veux prendre des pecs. Je dis, toi, t'es pas fait pour les pecs. Si t'es fait pour les épaules, nan, nan. Ouais, moi je veux les pecs, je veux les pecs. Mais je dis, écoute, tu vas faire beaucoup d'efforts et tu auras presque rien. Est-ce que tu veux? Oui, oui, je veux, je veux. Et il tient pas le gars. C'est comme les mollets, tu sais, les mollets en muscu, c'est le truc, c'est hyper génétique. Comment est ta cheville? Quelle longueur est ton tendon? Jusqu'où descendent tes jumeaux? Bon, c'est hyper génétique. Et si tu as des mollets comme des Kenyans, comme les Jamaïcains à l'époque, comme Usain Bolt, bah, tu n'en auras pas, quoi que tu fasses. Quoi que tu fasses. Tu en auras un peu, mais ça va être beaucoup d'efforts. Moi, comme j'avais dit, j'avais fait 1 an de mollet à fond, 45 minutes, 2 fois par semaine. Vraiment, j'avais été à fond, à fond, à fond. J'ai pris 1,5 centimètre. Bon, bah c'est bon, 1,5 centimètre. Je ne vais pas continuer à faire 1h30 de mollet pour 1,5 centimètre par an. Alors bien sûr, on va me dire, ouais, mais dans 10 ans, ça fait 5 centimètres. Ouais, mais déjà, la production va ralentir. Mais 5 centimètres, si tu pars de, je sais pas, 36-38, ça ne fait pas des gros mollets non plus, tu vois. Ouais. Donc ça n'a pas trop de sens. Donc encore une fois, je suis assez d'accord avec toi. Il faut capitaliser sur ses points forts. Je trouve que ça rend beaucoup plus heureux, en tout cas plus épanoui, que d'essayer. Bien sûr, il faut essayer un peu les points faibles, mais si tu vois que ça ne vient pas et que ça nécessite beaucoup d'efforts par rapport au retour, il ne faut pas t'acharner parce qu'en plus, souvent, c'est là où tu vas aller te blesser, c'est là où tu es faiblard. Et donc, tu vas vouloir forcer ta nature et elle va se rappeler à toi. Mais après, ça reste important quand même d'aller les travailler. Lui disait Bien hors sûr. saison. Je pense de maintenir un niveau fonctionnel, de ne pas être gêné par ses points faibles, justement pour pouvoir capitaliser sur ses points forts. Ne pas les oublier, mais ne pas non plus en faire une priorité. Très intéressant. J'ai pas mal de petites questions encore, un peu plus succinctes celle-ci. Donc, tu as donné beaucoup de références déjà. Mais est-ce qu'il y a une œuvre que tu aimerais recommander aux auditrices et aux auditeurs? Alors, ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut Ouais, être mais en non, mais rapport avec ce qu'on a parlé. je trouve que par rapport à tout ce que je dis, ce qui s'impose de plus en plus pour moi, c'est que les choses se font ou elles ne se font pas. Ça se fait facilement ou ça se fait pas. Tu vois, dans chaque projet que j'ai pu lancer, dans chaque sport que j'ai fait, moi, j'ai jamais eu l'impression de forcer ma nature. Tu vois, ça s'est fait parce que ça devait se faire. Tu vois, tu parlais tout à l'heure du club Superphysique que j'avais lancé. Ça s'est fait tout seul. Tu vois, j'ai pas dit, j'avais pas imaginé un projet, un truc. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup font des plans sur la comète pour faire plein de trucs, tout ça. On voit que c'est pas naturel.
Donc, en ce sens, moi, je recommande beaucoup le livre Facile d'Olivier Pourriol. Pour moi, c'est vraiment un super livre qui est un peu une bonne partie de ma philosophie du moment. Donc, je recommanderais aussi évidemment mon dernier livre, The Life. Mais bon, je pense que Olivier Pourriol, Facile, c'est vraiment un bon point de départ et ça permet de comprendre pas mal de choses, justement, dans cette vie, quoi. Pas que dans le sport, mais dans tout. Si tu forces les choses, c'est comme quand tu es en relation avec quelqu'un. Si tu vois que ça va pas, que tu forces, tu vois bien que ça va pas fonctionner. Normalement, ça doit couler de source, tu vois. Si tu fais que forcer, tu peux tenir un moment, mais à un moment, ça pète. Bah, c'est pareil pour tout, quoi. Et donc, dans ce bouquin-là, il y a plein d'exemples et tout ça. Et c'est bien écrit. Et donc, je le recommande. OK. Et on en a parlé un petit peu avant de lancer l'enregistrement. Est-ce que tu pourrais donner un challenge, à l'ensemble des auditrices, auditeurs? L'idée, c'est qu'ils puissent tenir sur 2 semaines puisque le format de diffusion, ça va être un podcast toutes les 2 semaines. Donc soit quelque chose de ponctuel qu'ils peuvent réaliser Ouais, dans un cadeau moi, de je vais semaine dire et un soit un truc plus, challenge plus, de 2 de, semaines. plus de vieux, tu vois. Quand j'étais jeune, je disais, les étirements, ça sert à rien. Je disais, ça sert à rien, faut pas s'étirer. Toutes les études encore disaient, ça sert à rien, ça réduit pas le risque de blessure. Bon, force est de constater que 15 ans après, je peux te dire que ça réduit le risque de blessure, ça fait du bien, tu te sens mieux, tu bouges mieux. Voilà, on a beau dire ce qu'on veut, toutes les études que tu veux. La plupart des gens qui viennent me voir, je vois bien, je leur fais faire des étirements actifs, passifs, tout ça. Tout de suite, ah putain, je me sens mieux, je suis mieux pour faire ça. Donc, moi, mon défi, il n'est pas compliqué. Tu fais 2 étirements. Allez, on va être sympa, tu fais que 2 étirements tous les jours. Tu fais un étirement d'ischio et tu fais un étirement des fléchisseurs de hanche du psoas. Donc, tu fais une fente, tu essayes d'aller le plus bas possible avec ta fente, faire le plus grand pas possible. Voilà, tu t'étires passivement, tu n'as même pas besoin de t'emmerder. Chaque jambe. Les ischios, pareil, tu mets ton pied sur une table ou quoi. Tu essaies d'attraper ton pied sans te courber. Tu fais ça tous les jours. Et si tu es raide comme un piquet, tu vas voir que ça te fait un bien fou. Et tu le fais n'importe quand, on s'en fout, hein, avant, après l'entraînement, pendant, le matin, le soir, peu importe. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, si vous voyez rien, c'est que vous avez du bol, vous êtes super souple. Et des fois, j'ai des gars qui viennent, ou des filles qui viennent super souples. Et je dis, putain, bravo, quoi. Ah, bravo, c'est la nature, hein, voilà. Et la plupart, bah, c'est des piquets. Donc, faites ça tous les jours, 5 minutes. Ça prend 5 minutes. Ça fait 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 4 minutes. Allez, temps de faire les positions, ça fait 5 minutes. Et on va voir ce qui se passe. Et ça se trouve, vous allez me dire, putain, bah, mon dos est beaucoup plus libre, c'est bizarre. Je me sens beaucoup mieux. Ah bah ouais, tu te sens beaucoup mieux. Mais pourtant, les étirements, ça sert à rien, il paraît. Donc, voilà. Ouais, après c'est toujours compliqué parce que la science, c'est quand même, enfin, moi, j'aime beaucoup travailler les sciences justement pour leurs applications dans la prise en charge des gens et dans l'entraînement à titre personnel. Mais, le problème, c'est que la science, ça évolue tellement et je me rappelle plus qui écrivait ça, mais il disait: «On prend l'exemple des muscles. On sait que, mettre une contrainte de charge sur un muscle, ça développe, la taille du muscle, on va dire. Il a dit pendant longtemps, on a expliqué que c'était les micro-déchirures, que quand ça cicatrisait, Ouais. ça regonflait, et cetera. Ensuite, on a dit que c'était peut-être plus le système hormonal. Après, on a dit: «Ouais, c'est le liquide intracellulaire qui rentre dans la cellule, qui fait gonfler, c'est de la rétention d'eau», et cetera. Il a dit: «En fait, on s'en fout. On s'en fout, pourquoi? Est-ce qu'on doit théoriser?» Le fait est qu'il y a un truc qui n'a pas changé en 50 ans de théorie, c'est que quand tu mets une charge sur ton muscle, tu as un développement musculaire. Donc à un moment Exactement. donné, vous pouvez vous pencher et c'est important d'aller chercher à comprendre, mais il faut pas non plus sortir du «je fais, j'agis» et si tu mets du poids sur ton muscle, il va se développer. C'est pareil pour les étirements, il y a des gens, ils vont dire, «Ça ne fonctionne pas» et cetera. À titre personnel, moi, pendant longtemps, je me suis pas étiré et c'est vrai que quand tu pratiques des mouvements de musculation d'amplitude complète, chargés, pas trop lourds, ça développe ta souplesse, mais à un moment donné, le soir, te poser, même si ça fait juste du bien à ton cerveau, quoi, c'est un moment de détente, bah, ça reste positif, ça s'explique pas, mais ça reste positif. Bah, ouais, ouais, bien sûr. Non, mais moi aussi, je regrette de ne pas m'être étiré plus tôt, plus jeune, ça aurait été mieux. On va garder ça pour le podcast, ce sera: «Je regrette de pas m'être étiré plus jeune et ça va mal finir». Tu l'as sorti quelquefois. Ça va Ça mal ça va finir. mal finir, c'est mieux. Ça va mal finir, ça cliquera plus si tu veux. Ouais, après, c'est absolument pas ma vocation, de faire cliquer sur la vidéo. Bah, écoute, je te remercie Rudy, merci pour ton temps. Je remercie aussi l'ensemble des auditrices et auditeurs d'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je laisse Rudy vous dire au revoir. Et bah, n'hésitez pas si vous avez des besoins de précision ou quoi, ou même si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas vu que tout le monde peut donner son avis. La vidéo sera sur YouTube, je pense aussi? C'est ça Melvin? Absolument. Donc mettez dans les commentaires et puis, bah, de toute façon, je lirai les commentaires donc si, je peux apporter des précisions par rapport à ce que j'ai dit, je le ferai.
Si vous êtes juste énervé, que vous avez juste envie de vous défouler, bah, je lirai aussi, ça m'amusera et je me dirais que vous êtes en train de perdre du temps de vie et donc mieux vaut pas l'écrire. Mieux vaut garder votre énergie pour aller vous entraîner et peut-être faire votre squat et vos soulevés de terre tant que vous pouvez le faire et tant que vous boitez pas. Allez, sur ce, merci Melvin encore une fois de l'invitation et puis comme il a dit, bonne journée, bon entraînement, bonne soirée, bref, le meilleur pour vous et puis peut-être à bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir poursuivi votre écoute jusqu'ici. J'espère que les sujets d'aujourd'hui vous ont touché et ont inspiré des questions et réflexions. Si cet épisode vous a été utile, vous pouvez aider la connaissance à faire son chemin en partageant sur les réseaux bien sûr, mais aussi simplement en parlant autour de vous. C'était Melvin sur Connaissance Podcast. Je vous souhaite à tous une très belle journée.